Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une archive qui est, pour moi, complètement fascinante. Ah ouais, c'est vraiment un cas d'école, cela. Complètement. Ça vient de la série documentaire Bad Buzz, le numéro 3 plus exactement. Et le matériel source qu'on a sous les yeux aujourd'hui documente une espèce de collision numérique surréaliste qui s'est passée en février 2021. Ouais, sur ce qui s'appelait encore Twitter à l'époque d'ailleurs. C'est ça. Et je précise d'emblée, notre mission ici, pour notre auditoire, c'est absolument pas de distribuer des bons ou des mauvais points, hein. On n'est pas là pour se moquer des gens. Non, bien sûr, c'est pas le but. L'objectif de cette plongée, c'est vraiment de décortiquer la mécanique intime d'un quiproquo. Un quiproquo qui est devenu légendaire pour comprendre comment nos propres bulles de référence filtrent en fait notre perception de la réalité. Et le contexte de départ est super important ici parce que l'incident y prend racine dans un événement d'une banalité mais absolue quoi. Il faut vraiment s'imaginer la scène pour comprendre le décalage. Ouais, alors on va poser le décor. On est le dimanche 21 février 2021. En Angleterre, c'est un dimanche de foot hyper classique. Il y a un match de Première Ligue entre Manchester City et Newcastle. Le truc très habituel du week-end. Voilà. Manchester City domine le match outrageusement, mais sur le terrain, il y a un joueur qui pèse totalement à côté de son match. C'est l'attaquant brésilien Gabriel Jesus. Il est transparent, il rate tout ce qu'il entreprend. Bref, ça va pas. Ça arrive, ouais. Et en parallèle sur Twitter, qui génère des centaines de milliers de messages à la seconde à ce moment-là, il y a un utilisateur anonyme, un fan de foot, avec le pseudo @latricherie, qui sort son téléphone. Et qui lâche le fameux message. Exactement. Il lâche un tweet hyper lapidaire, sans filtre, juste dicté par sa frustration de supporter. Il écrit, je cite, « Mais vraiment, à quoi sert Jésus ? Point d'interrogation. Faut penser à aller se faire voir à un moment donné. » Bah, typiquement, ce message, il appartient à un écosystème qui est très très codifié. Ce qu'on appelle familièrement le foot Twitter en fait. Ouais, c'est un monde à part entière. C'est une sous-culture numérique totale. Ça a son propre jargon, sa propre temporalité. Tout est basé sur l'instantanéité des matchs en direct. Ça présuppose que tous les gens qui lisent le message regardent le même écran au même moment. C'est l'implicite, quoi. Voilà, il y a zéro mise en contexte, parce que dans cette bulle-là, le contexte coule de source. Et c'est ça qui est fondamental. L'utilisateur, la tricherie, il met aucun hashtag. Il précise pas Gabriel Jesus. Il tague même pas le club, rien. Il lance juste sa phrase dans le vide pour sa communauté. Et c'est là que le hasard algorithmique ou la magie d'Internet intervient. Mais oui, parce que ce tweet hyper niche, il atterrit direct sur l'écran de Christine Boutin. Donc, ancienne ministre, ancienne présidente du Parti chrétien-démocrate, c'est une figure politique dont l'identité publique est genre intimement liée à la défense acharnée de la foi catholique. C'est vraiment le choc des mondes. Mais totalement. Deux univers, deux champs lexicaux qui auraient jamais dû se croiser dans la vraie vie. Et là, bam, ils se percutent de plein fouet sur l'écran. Et la documentation nous montre bien à quel point cette rencontre illustre ce que les sociologues appellent l'effondrement du contexte, ou le contexte collapse en anglais. Ouais, explique-nous un peu ce concept, parce que c'est hyper intéressant. En gros, dans la vie réelle, un supporter, il crie sa frustration dans un bar ou au stade. Et une femme politique, elle va parler de théologie dans une église ou sur un plateau télé. Il y a des murs physiques qui séparent ces contextes. Ok, donc les lieux définissent le sujet. Exactement. Mais sur les réseaux sociaux, ces murs, ils n'existent plus du tout en fait. Tout le monde partage la même pièce géante, le même flux d'informations. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucun repère visuel pour t'indiquer de quoi la personne est en train de parler. Et on le voit parfaitement dans la réponse qui a mis le feu aux poudres. Les mots sont d'une ironie dramatique, mais parfaite. Je vais lire le verbatim de l'archive. Vas-y, c'est savoureux. Donc le lendemain, le lundi 22, l'ancienne ministre répond directement aux supporters. Elle écrit « Et vous ? Point d'interrogation. Qu'avez-vous fait pour stopper les désastres ? Point d'interrogation. Jésus nous laisse libres et c'est un immense cadeau. Point. Tout cela n'est le résultat que de nos lâchetés, négligences, paresses. » C'est tellement premier degré. Ah mais totalement. Et le fan de foot, lui, il découvre cette notification venant d'une ancienne ministre. Et sa réponse, elle est chirurgicale. 8 mots, 0 ponctuation. Il lui répond
Je parle du joueur de Manchester City, lâcher ma veste et passer une bonne journée. Ah, c'est le contraste entre les deux registres, il est juste vertigineux. D'un côté, on a cet envolé hyper lyrique sur le libre arbitre, le salut de l'âme, la condition humaine. Elle était hyper sincère en plus. Ah oui, l'ancienne ministre, elle n'est pas du tout dans la posture. Elle argumente vraiment à partir de son propre logiciel de pensée. Et en face, tu as cette expression urbaine typique, le lâcher ma veste, qui renvoie en gros la personne à l'absurdité totale de son intervention, quoi. L'image qui me vient en tête quand je lis ça, c'est pas un débat, c'est comme si tu avais deux personnes dans la rue avec des porte-voix pointées dans des directions opposées. Elles hurlent chacune de leur côté, persuadées d'être logiques. C'est exactement ça, en dialogue de sourd intégral. Mais du coup, j'aimerais qu'on pousse l'analyse un peu. L'attaquant de City s'appelle littéralement Jesus, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que pour quelqu'un qui suit pas du tout le sport, faire cet amalgame, c'est pas juste une logique implacable finalement? Si ici, la question de la logique cognitive, elle est au centre de tout ça. Les sciences comportementales nous apprennent un truc fascinant. Le cerveau humain, il a horreur du vide et du manque de contexte. Il faut qu'il remplisse les trous. Voilà. Et face à une information ambiguë, il va utiliser ce qu'on appelle l'heuristique de disponibilité. C'est un raccourci mental qui est redoutable. Ton cerveau cherche pas la vérité objective, il pioche direct l'interprétation qui est la plus disponible, la plus fréquente et la plus chargée émotionnellement pour lui. Ok, donc quand Christine Boutin lit le mot Jésus à côté de à quoi sert-il et aller se faire voir, son cerveau envisage même pas une seconde que ça puisse être un homonyme. Pas une seule seconde. Le fait qu'il s'agisse d'un joueur acheté 27 millions par Guardiola, ça n'existe pas dans son univers. Ses synapses s'activent juste pour défendre la figure centrale de sa foi. Et pour le fan de foot, c'est l'inverse parfait. L'heuristique fonctionne dans l'autre sens. Exactement. Pour lui, critiquer un joueur qui s'appelle Jésus le dimanche soir, c'est la routine. C'est comme débattre de Moïse Ken ou Angel Di Maria. Le prénom perd toute sa substance religieuse, ça devient juste de la data sportive. D'ailleurs, il y a une anecdote super drôle dans les sources là-dessus. Il y a un autre utilisateur qui avait ironisé quelques mois avant en disant qu'il fallait faire gaffe avec les tweets sur Moïse Ken pour éviter ce genre de dinguerie diplomatique. Ah oui, parce que le Brésil ou d'autres pays ont une culture totalement décomplexée sur le fait de donner des prénoms bibliques très forts. C'est ça. Et quand tu exportes ça sur des plateformes mondiales, ça crée des frictions de fou. Mais j'ai une question. Si c'était arrivé qu'une seule fois, on pourrait juste en rire et passer à autre chose en disant bah c'est la fatible. Ouais, l'erreur humaine basique. Sauf que nos archives montrent que c'est un schéma répétitif pour cette personnalité politique. Il y a un vrai passif numérique là. Oui, le terrain était déjà bien documenté sur ce genre d'interprétation biaisée. Grave. Rappelons les antécédents pour notre public. En 2019, incendie de Notre-Dame. Elle fait un tweet très triste sur la flèche qui s'effondre, un message de deuil, et à la fin, elle lâche un emoji qui fait un clin d'œil. Le fameux clin d'œil. Une erreur de manipulation, mais qui crée une dissonance cognitive énorme pour les lecteurs. C'est clair. Et encore plus parlant, elle a partagé et commenté au premier degré un article du Gorafi, le fameux site parodique. Elle a traité ça comme une enquête journalistique super sérieuse, alors que c'est que de la satire. C'est vrai, et ces exemples sont importants, parce qu'ils écartent l'hypothèse de la provocation délibérée. C'est pas du trolling. Elle cherche pas volontairement la polémique. Je veux bien entendre la bonne foi, mais il y a quand même une question de responsabilité, non? Pour quelqu'un d'habitué aux médias traditionnels, est-ce que ça montre pas juste un manque flagrant de littératie numérique? Ou pire, on a envie d'être tellement sur le front du combat idéologique qu'on oublie de vérifier ses sources. C'est de la cécité volontaire, presque. Alors c'est là que c'est intéressant, parce que cette cécité, elle n'est pas volontaire. Elle est vraiment structurelle et neurologique. Et c'est le point clé de cette archive pour comprendre nos propres comportements en ligne. Ok, explique-nous ça. Le moteur de ces erreurs, c'est la combinaison de tes convictions profondes avec l'architecture même de ces réseaux. Quand une info touche à tes valeurs identitaires, ton amygdale, donc la zone du cerveau qui gère tes émotions et les alertes, elle s'active en quelques millisecondes. C'est genre l'instinct de survie intellectuelle. C'est exactement l'équivalent cognitif d'un détecteur de fumée. Il se met à hurler avant même de savoir si la maison brûle ou si c'est juste tes tartines qui crament. D'accord, donc ce fameux détecteur de fumée, il court-circuite totalement notre cortex préfrontal. La partie du cerveau qui est censée dire attends 2 minutes, on va lire la bio du mec avant de lancer une croisade. Voilà. C'est le syndrome du doigt sur la gâchette. Et les plateformes sont littéralement conçues pour encourager ça. L'absence de friction, la limite de caractère, le design, tout te pousse à réagir à la seconde. L'archive souligne d'ailleurs un truc super important sur la neutralité. Le problème de fond, c'est pas sa foi catholique, ni le fait que le supporter connaisse rien à la religion, ni même qu'elle s'en fiche du foot. Non, le vrai dysfonctionnement, c'est l'absence de la micropause. La pause de 5 secondes. C'est fou quand on y pense. Si elle avait juste cliqué sur le pseudo La Tricherie pendant 5 secondes, elle aurait vu quoi?
Des débats sur les hors-jeux, des embrouilles sur les tactiques des Pep Guardiola, elle aurait tout de suite capté que c'était pas un repère de nihilistes anticléricaux, quoi. Tout à fait. En fait, les deux ont interagi avec un fantôme qu'ils ont eux-mêmes créé dans leur tête. Un fantôme, c'est le mot parfait. Et souvent, ces interactions fantômes, elles génèrent des vagues de toxicité monumentales. Ça part en insultes, en harcèlement. Oui, les positions se radicalisent super vite d'habitude. Sauf que là, ce qui nous amène à la fin de l'histoire, c'est que la résolution de cette crise a été assez géniale. C'est pour ça que c'est un vrai cas d'école. Ça va à l'encontre de toutes les règles de com habituelles. C'est vrai, d'habitude, on a le droit à la suppression furtive du message. Genre, on efface tout en espérant que personne n'ait fait de capture d'écran, ce qui marche jamais, on le sait. Ou alors, le bon vieux communiqué hyper lisse qui dit «Ah, on m'a piraté mon compte» ou «On a sorti mes propos de leur contexte». Mais là, pas du tout. La sortie de crise a été d'une élégance que personne n'avait vu venir. Grave! Une fois que la tempête est passée et que des milliers de gens morts de rire lui ont expliqué l'erreur, elle a choisi l'autodérision pure et dure. Elle a tweeté: «Figurez-vous que moi aussi, j'ai bien ri quand j'ai vu la confusion avec des points d'exclamation». Et elle s'est pas arrêtée là. Non, elle a fait une pirouette intellectuelle ouf. Elle ajoute: «Différence entre nos références». Mais en fait, c'est la même idée. Elle a réussi à relier l'espoir d'un fan de foot pour son attaquant à l'espérance religieuse. Fallait oser. Et honnêtement, c'est une leçon magistrale de désescalade. Le fait d'accepter de rire d'elle-même, ça a complètement désarmé l'agressivité de tout le monde sur la plateforme. Ouais, parce que le lynchage, ça se nourrit quand la personne se braque, non? Exactement. Si la cible refuse de se défendre de façon agressive, qu'elle admet son erreur et qu'elle en rit, ben le moteur de l'indignation, il s'étouffe tout seul. Les réseaux sociaux, ils sont programmés pour le conflit. Face à la vulnérabilité, ils bugent. Il y a la journaliste et militante Siam Asbag qui est citée dans les sources et qui disait justement un truc hyper pertinent là-dessus. Elle disait que si elle devait donner un cours d'éducation aux médias, elle utiliserait cette capture d'écran précise. Ah bah c'est le support rêvé. Ouais, c'est viral, ça montre un biais cognitif profond, mais il n'y a aucun drame humain, il n'y a aucune haine, c'est juste une magnifique erreur de traduction culturelle. Et ça nous amène vraiment à la leçon universelle de cette histoire. Faut surtout pas réduire ça à une anecdote marrante sur une femme politique. Ce réflexe d'indignation immédiate, à partir d'un mot-clé hors sol, ça nous frappe tous. Ah mais tout le temps. Les éditorialistes qui commentent un extrait de 3 secondes sans voir l'interview d'1 heure. Ou même nous, au quotidien, quand on juge la moralité d'un inconnu sur un seul pauvre tweet mal formulé. Le mécanisme est exactement le même. On a tous un mot dans notre cerveau, un petit bouton rouge qui nous fait dégainer en 30 secondes chrono. Mais il y a un angle mort dans cette histoire dont on n'a pas encore parlé, et c'est peut-être mon détail préféré. Je vois très bien de qui tu vas parler. Pendant que tout le monde se battait sur la théologie et le foot, il y a une personne bien réelle qui est restée au centre du cyclone sans rien demander à personne. C'est le vrai Gabriel Jésus. Le contraste entre le chaos en ligne et lui est juste fabuleux. Mais oui, le mec sort d'un match de foot hyper fatigant, il a rien demandé et il se retrouve au milieu d'un incident viral avec des politiciens à l'autre bout du monde. Et sa réaction? Le silence absolu. Il n'a pas tweeté un seul démenti, pas une blague, rien. Que dalle. Il a juste continué sa vie, il a gagné le championnat, il a mis des buts, et l'année d'après, il a été transféré à Arsenal pour 45 millions de livres. Le mec est stoïque. La tempête numérique l'a pas égratigné d'1 millimètre. C'est la meilleure philosophie en fait. Ignorer le bruit blanc des réseaux, surtout quand tu sais que c'est généré par des malentendus et des biais cognitifs. Bah, c'est clair. Pour synthétiser un peu tout ce qu'on a vu, il y a 3 piliers qui ressortent. 1. La fragilité d'un mot privé de son contexte. Ça devient une coquille vide qu'on remplit avec nos propres angoisses. 2. La puissance de nos bulles de référence qui filtrent notre réalité, qu'on soit fan de foot ou pratiquant. Et le troisième, c'est l'autodérision. Exactement. Savoir admettre que notre cerveau nous a piégés et en rire, c'est le meilleur antidote contre la polarisation. Ça prouve que la communication humaine est brouillonne, imparfaite, mais que c'est cette humanité qui permet de rattraper le coup. Et justement, cette histoire d'imperfection humaine m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. On vient de voir comment des humains, avec toute leur culture et leur sens de l'humour, peuvent se tromper magistralement sur un simple mot hors contexte. Ouais, l'erreur est organique quoi. L'erreur est vivante. Mais projetons-nous dans le futur et même dans le présent. Qu'est-ce qui se passe quand c'est plus des humains qui lisent ces mots, mais des algorithmes et des intelligences artificielles? Ces machines qui modèrent des millions de posts par seconde, elles ont aucune intuition, aucune empathie et surtout zéro sens de l'humour.
C'est le grand défi technologique du moment. Bah oui, si un cerveau humain est capable de confondre un attaquant brésilien avec le sauveur de l'humanité par Excel, comment on peut exiger d'une machine de lignes de code qu'elle capte l'ironie, le sarcasme ou l'absurdité de deux personnes qui s'embrouillent pour rien? C'est une vraie question. La prochaine fois qu'on scrolle sur notre fil, on devrait peut-être non seulement observer nos réactions à nous, mais aussi questionner les filtres invisibles de la machine qui a décidé de nous montrer ce message-là à ce moment précis.